Bonjour tout le monde, nous allons faire ce tutoriel sur le CISSP. On va passer en revue les différentes notions les plus importantes, donc afin d'avoir une idée générale, mais aussi nous allons faire en sorte de donner les liens entre les différentes notions, les différents chapitres, les différentes parties, donc pour pouvoir avoir une idée générale. Donc d'habitude, les formations au niveau du web sur le CISSP sont des formations qui sont faites en anglais. Donc là, il était un peu nécessaire de proposer une formation en français. Ce ne sera pas une formation professionnelle, ce sera juste à but éducatif. Donc il faudra, en dehors de cette formation, lire des documents, utiliser d'autres ressources, faire des exercices pour avoir un niveau adéquat. Donc les termes qu'on va utiliser, ce sont des termes anglais pour ne pas avoir à les traduire de manière anormale. Mais après ces termes en anglais, on va donner les définitions en français et l'explication aussi en français. Donc ça sera à peu près une formation de 8 heures de temps et il faudra vraiment se concentrer. Donc le CISSP, il a 8 parties. Donc les différentes parties sont les suivants. La Security and Risk Management, on va voir l'Asset Security, on va voir le Security Engineering, on va voir la Communication and Network Security, Identity and Access Management, Security Assessment and Testing. On va voir Security Operation, Software Development Security aussi, on va le voir. Donc pour commencer, on va commencer avec la première partie qui est le Security and Risk Management. Donc pour cette partie, on va essayer de voir l'idée générale. Donc on verra les Security Terminology and Principles, les principes, on va voir les protections, les control type. On va voir Security Framework, Model, Standards, Best Practice. Donc on va voir la notion d'intellectual property. On va voir Computer Laws and Crimes. On va voir la notion de Data Breaches. Donc c'est-à-dire la violation des données. On va voir la notion de Risk Management. La notion de Threat Modeling and Business Continuity and Disaster Recovery. Also, on va voir la notion de Personal Security and Security Governance. En réalité, les organisations ont bien d'autres choses à faire que de pratiquer la sécurité. Ils ont d'autres choses à faire aussi en dehors de la sécurité. Les entreprises existent pour gagner de l'argent. La plupart des organisations à but non lucratif existent pour offrir un certain type de service, comme dans les organisations caritatives, les centres éducatifs et les entités religieuses. Aucun d'entre eux n'existe spécifiquement pour déployer et maintenir des pare-feux, des systèmes de détection d'intrusion et des technologies de gestion des identités et des dispositifs de chiffrement. Aucune entreprise ne souhaite vraiment développer des centaines de politiques de sécurité, ni déployer des produits anti-programmes malveillants ou maintenir les systèmes de gestion de vulnérabilité, mettre à jour constamment ses capacités de réponse aux incidents et devoir se conformer à la soupe alphabétique des lois. On est en réalité les réglementations aussi et les normes de sécurité telles que SOX, Sarbanes-Oxley, GLBA, Graham-Bell, PCI DSS, HIPAA et FISMA. Donc les propriétaires d'entreprises aimeraient pouvoir fabriquer leur widget, donc vendre leur widget et vraiment après en finir. Mais ces jours
Mais cette situation simple s'est révolue depuis un bon moment. Désormais, les organisations sont confrontées à des attaquants qui souhaitent voler les données des clients des entreprises pour effectuer un vol d'identité ou bien une fraude bancaire. Les secrets d'entreprise sont couramment volés par des entités internes et externes à des fins d'espionnage économique. Les systèmes sont détournés et utilisés au sein de botnets pour attaquer d'autres organisations ou pour diffuser du spam. Les fonds des entreprises sont secrètement détournés par des méthodes numériques complexes et difficiles à identifier, généralement par des réseaux criminels organisés dans différents pays. Et les organisations qui se trouvent dans la ligne de mire des attaquants peuvent faire l'objet d'attaques constantes qui mettent leur système et leur site web hors ligne pendant des heures ou des jours. Aujourd'hui, les entreprises sont tenues de pratiquer un large éventail de disciplines de sécurité pour conserver leur part de marché, protéger leurs clients et leurs résultats aussi. Donc rester en dehors de la prison et continuer à vendre leur budget. Donc dans ce chapitre, nous couvrirons de nombreuses disciplines nécessaires aux organisations pour pratiquer la sécurité de manière holistique. Chaque organisation doit développer un programme de sécurité à l'échelle de l'entreprise qui se compose de technologies, de procédures et de processus abordés tout au long de ce livre. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre carrière en sécurité, vous constaterez que la plupart des organisations ont mis en place certaines pièces du puzzle d'un programme de sécurité à l'échelle de l'entreprise, mais pas toutes. Et presque toutes les organisations ont du mal à trouver la meilleure façon d'évaluer les risques auxquels elles sont confrontées et la manière d'allouer correctement les fonds et les ressources pour atténuer ces risques. Bon nombre de programmes de sécurité en place aujourd'hui peuvent être considérés comme déséquilibrés ou irréguliers. Les programmes de sécurité excellents dans des disciplines avec lesquelles l'équipe est la plus familière, les autres disciplines font défaut. Il est de votre responsabilité d'être aussi compétent que possible en matière de sécurité afin de pouvoir identifier ces lacunes dans les programmes de sécurité et d'aider à les améliorer. C'est pourquoi l'examen du CISSP couvre une grande variété de technologies, de méthodologies et de processus. Donc vous devez les connaître et les comprendre de manière holistique si vous souhaitez aider une organisation à assurer la sécurité de manière holistique. Nous commencerons par les éléments fondamentaux de la sécurité et nous appuierons sur eux tout au long du chapitre, puis tout au long du livre. Donc, construire votre base de connaissances est similaire à construire une maison. Sans une base solide, elle sera faible, imprévisible et échouera dans les moments les plus critiques. Notre objectif est de nous assurer que vous avez des racines solides et profondes de compréhension afin que vous puissiez non seulement vous protéger contre la plupart des menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, mais également protéger les ressources commerciales et gouvernementales qui dépendent de vous et de vos compétences. L'essentiel de notre travail en tant que professionnel de la sécurité est notre compréhension des deux termes clés, sécurité et risque. Étant donné que la sécurité est ce que nous sommes chargés de fournir à nos organisations, c'est une bonne idée de passer du temps à définir ces termes, ce terme et les termes associés. Une bonne façon de comprendre les termes clés dans un contexte sociétal plus large et d'explorer les lois, les crimes qui les entourent, ainsi que les compromis concomitants que nous devons faire et pour ne pas sacrifier la vie privée au nom de la lutte contre le crime. Partant de ce socle, nous nous penchons ensuite sur le concept qui doit sous-tendre chaque décision prise lors de la défense de nos systèmes.
d'un système d'information, le risque. Le risque est si important que nous le couvrirons en détail dans ce chapitre, mais nous y reviendrons également maintes et maintes fois dans le reste du livre. Nous commençons étroitement, mais en nous concentrant sur les menaces malveillantes pour notre organisation. Nous élargissons notre ouverture pour inclure les menaces accidentelles et environnementales et comment nous y préparer en amplifiant la continuité des activités et la reprise après sinistre. Enfin, nous terminerons par des discussions sur le personnel, la gouvernance, l'éthique et comment il s'applique à tout ce qui les a précédés dans ce chapitre. Donc là, on va voir quelques définitions. On commencera d'abord par l'asset. C'est quoi un asset? Un asset, c'est tout ce qui est dans l'environnement et qui devrait être protégé. Et on voit qu'on a aussi la notion de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la faiblesse ou la faille qui conduit à la violation du système d'information. On a la notion de threat. Donc, threat, c'est l'adversaire qui cause les dégâts. Donc, c'est le hacking. Threat agent, donc c'est le vecteur qui peut porter une attaque ou en général ce qu'on appelle un hacker. Donc le risque c'est la probabilité que l'agent de menace ou bien le threat agent utilise la vulnérabilité. Il en existe deux types, le risque total et le risque résiduel. Le risque résiduel, c'est ce qui reste après la mise en œuvre de la contre-mesure. Donc risque, c'est threat fois vulnérabilité fois asset value. La notion aussi d'exposure. D'exposure, c'est le fait d'être susceptible de subir une perte d'actifs en raison d'une menace. C'est aussi la violation. Et on a le bridge qui est la violation et c'est l'apparition d'un mécanisme de sécurité. L'apparition d'un mécanisme de sécurité qui a été bypassé par un threat agent, contourné par un threat agent. On a donc le contre-mesure. Le contre-mesure, donc ce sont des contrôles qui ont été mis en œuvre pour réduire l'impact de la menace. Donc on a comment maintenir le CIA, la confidentialité, l'intégrité et l'availability. Donc ça c'est l'objectif principal. De tout programme de sécurité d'information. Il protège contre le DAD, la divulgation, l'altération, la destruction. La confidentialité est la capacité d'assurer un niveau nécessaire de secret, de confidentialité ou de sensibilité sur le système d'information. Donc l'adversaire, c'est la divulgation. L'intégrité, c'est à quel point les informations ou les systèmes sont précis et fiables contre les éventuelles modifications non autorisées. Là, l'adversaire, c'est l'altération. Pour la notion d'availability, ou en français la disponibilité de l'information, est l'accès rapide et ininterrompu à l'information ou au système d'information. L'adversaire, c'est la destruction. On a deux termes très importants, la notion de due diligence. Donc, due diligence, bien, c'est l'intelligence raisonnable. Donc, c'est la recherche ou bien la réalisation d'un test, d'un pen test. La notion de due care, donc c'est agir en fait. Toute chose relative à des actions
qui vise à atténuer le risque trouvé dans les résultats du pentest. Donc, c'est faire preuve de diligence raisonnable. Donc, c'est un moyen de réfuter la négligence dans l'occurrence d'une perte. La notion de prudent man rules, il exige en fait que les cadres supérieurs assument la responsabilité personnelle, de veiller à ce qu'ils soient bienveillants, qu'ils réduisent la responsabilité et la culpabilité, et de pouvoir être défendus légalement. Proximity causation, ça aussi c'est un terme très important. En fait, en réalité, lorsqu'un acte, c'est un acte dont résulte un préjudice. Donc, en tant que conséquence naturelle, directe et interrompue, et sans lequel le préjudice ne se serait pas produit. En particulier, c'est un préjudice dû à une négligence. Donc les types de contrôles, les contrôles peuvent être administratifs, les contrôles peuvent être techniques quand on déploie des firewalls, les contrôles peuvent être physiques aussi, donc quand on met des locks, des portes, les contrôles peuvent être déterrants pour décourager, préventifs pour vraiment arrêter les activités non voulues, détectives aussi pour détecter, comme les caméras de surveillance, sports corrective, compensating also, et juste pour pouvoir compenser pour fournir des diverses options à d'autres contrôles existants, comme par exemple les chiens et les lieux de garde. Donc ça peut être recovery. Recovery, donc c'est collectif, mais aussi des capacités plus avancées ou complexes, comme les sauvegardes, clustering, fault tolerance. Donc, directive aussi, donc lui, il encourage la conformité aux politiques de sécurité et les stratégies, applique les principes de gouvernance de la sécurité. Donc, security governance. Security governance, c'est une notion qu'il faudra comprendre. C'est quoi la security governance? Donc, c'est l'ensemble des pratiques utilisées pour soutenir et diriger les efforts de sécurité de l'organisation. Donc, ils ont imposé aux organisations comme des normes réglementaires, des directives industrielles ou des exigences en matière de licence et de contrat aussi. Donc, les key concepts en planning de sécurité, donc des process continus, qui s'alignent avec sur la stratégie, les objectifs, les missions, les buts de l'organisation. Et en fait, ils doivent être rentables et sensibles au budget. Ils doivent adopter une approche descendante, par exemple la haute direction, pour initier, définir et orienter les efforts de sécurité. Et l'équipe de sécurité de l'information devait être dirigée par un RSSI, donc désigné, qui doit revenir directement à la haute direction. Donc, il devrait aussi élaborer 3 types de plans. Tout ça, c'est dans la sécurité gouvernance. Donc, le plan peut être stratégique. Donc, ça prend 5 ans. Ça peut être tactique. Ça prend 1 an. Ça peut être opérationnel aussi. Ça prend jour pour jour. Et voilà. Donc, maintenant, pour le planning. Donc, la planification doit tenir compte des processus organisationnels, les risques d'acquisition et de fusion aussi, comprennent la perte des données, les temps d'arrêt et l'échec
l'échec de la réalisation du retour sur investissement. Les risques de cession comprennent la rémanence des données sur les systèmes informatiques précédemment utilisés, les risques liés à l'ex-employé mécontent. Donc, la gouvernance de la sécurité doit être gérée par le comité de gouvernance. Donc, c'est un groupe d'experts influents du savoir dont la tâche principale est de surestimer, voire et guider les actions de la sécurité d'une organisation ou du moins des membres du conseil. Donc, c'est ça en général pour la sécurité gouvernance. Et pour les security roles and responsibilities, donc les rôles. Donc là, on a plusieurs rôles donc, en matière de sécurité. Donc, on a le senior management, donc il est ultimement responsable de la sécurité. On a les professionnels de la sécurité, donc ils sont des ingénieurs réseau, système et sécurité formés, expérimentés. Qui est responsable qui est responsable des systèmes et responsable de suivre les directives mandatées par la haute direction. Donc on a le data owner ou bien le propriétaire des données. Donc c'est le responsable de la classification et de la protection des informations. Donc il délègue sa responsabilité à qui? Au data custodian, c'est le dépositaire des données. C'est le gars du jour, le day-to-day guy. Donc, lui assure la mise en œuvre et la protection des prescrits définis par la politique de sécurité, des sauvegardes, des déploiements de contrôle de sécurité. Donc, on a aussi l'auditeur. L'auditeur, c'est l'œil de la direction. Donc, son but, c'est d'examiner et de vérifier la stratégie de sécurité est correctement mise en œuvre. Donc, à ce niveau, on a les contrôles framework. Donc, il est important d'avoir des contrôles framework aussi. Donc là, on a un COBIT qui a documenté l'ensemble des meilleures pratiques de sécurité informatique élaborées par l'ISACA. Donc, il est basé sur 5 principes clés. Répondre aux besoins des parties prenantes, couvrir l'entreprise de bout en bout, appliquer un cadre juridique et intégré, permettre une approche holistique, séparer la gouvernance de la gestion. Donc il faudra bien retenir ça. Son but, c'est de séparer la gouvernance de la gestion. Donc, et on a aussi d'autres normes de contrôle, comme le NIST SP 853 aussi. Donc ça c'est pour l'ensemble des contrôles pour protéger les systèmes fédéraux américains développés par le National Institute of Standards and Technology. Donc c'est ça. Donc on a le COSO, c'est Internal Control Integrated Framework. Donc c'est l'ensemble des contrôles internes d'entreprise pour aider à réduire le risque de fraude développé par le Community of Sponsoring Organization, COSO. Donc il est créé par le Treadway Commission. Donc là c'est les frameworks pour contrôler notre environnement. Donc on a aussi d'autres termes pour d'autres frameworks pour faire l'architecture de sécurité. Donc à ce niveau on a les séries ISO 27000. Donc c'est des normes internationaux. Donc c'est la façon de développer et de maintenir un ISMS. Donc ça a été développé par ISO et ISC Entreprise. Donc on a le Zachman Framework. Zachman Framework aussi, c'est un modèle d'entreprise donc développé par John Zachman. On a le TOGAF, donc qui a été développé par le Open Group. On a le DODAF, donc c'est pour l'armée américaine. Donc le MODAF qui est pour
les Britanniques, donc c'est les militaires britanniques. On a le SAPSA modèle, donc c'est pour le développement des informations de sécurité pour les entreprises. On a le process, on a le ITIL qui permet de faire de l'IT Service Management, donc développé par l'UK. Le Six Sigma, donc c'est le Business Management Strategy. Donc on a le Capability Maturity Model, donc pour l'augmentation des processus. Donc ça a été développé par le Carnegie Mellon. Donc là, ce sont les process management. Donc en fait, il y a les control framework, il y a les Enterprise and Security Architecture Framework, il y a le process management et développement. Donc là, on est en train de vraiment bâtir l'architecture d'entreprise. On est en train de voir la façon dont les contrôles doivent être mis en place. On est en train aussi de voir les process, de voir comment on va augmenter, améliorer les process de l'entreprise. Donc pour les policies, standards, procedures and guidelines. Donc pour les procédures, on a d'abord pour les policies. Donc les policies, c'est vraiment compulsory. Compulsory, c'est-à-dire que c'est obligatoire de haut niveau qui définit les principaux objectifs de sécurité décrits dans le cadre de sécurité d'organisation. Donc les composants, c'est pourquoi le champ d'application. Par exemple, quand on dit que tous les ordinateurs portables doivent avoir des contrôles d'accès appropriés, ça c'est un type de politique. Maintenant les types de policy, donc on en a plusieurs. Les types de policy, on en a plusieurs. La politique de sécurité organisationnelle qui se concentre sur les questions relatives à tous les aspects d'une organisation. On a le problème spécifique qui se concentre sur un service, sur un service réseau, un service et des fonctions spécifiques. Donc spécifique au système se concentre lui sur les systèmes individuels ou des types de systèmes et décrit du matériel et de logiciels approuvés. Maintenant, quelles sont les catégories générales de politique de sécurité? Ça peut être regulatory ou advisory. Donc regulatory, c'est réglementaire, donc qu'il est requis à chaque fois que des normes industrielles légales sont applicables à une organisation. Par exemple, HIPAA, SOX. La politique de conseil traite des advisory, c'est la politique de conseil qui traite des comportements et des activités acceptables et définit les conséquences des organisations. Donc souvent la plupart des politiques aussi sont consultatives. Donc ça peut être aussi informative. Informative, c'est juste conçu pour fournir des informations ou des connaissances sur un sujet spécifique. Donc on a aussi les standards. Les standards ils définissent donc des exigences obligatoires pour l'utilisation de contrôle de hardware, de software, de la technologie et de la sécurité. Donc il s'agit d'un document tactique qui définit les étapes ou les méthodes pour atteindre des objectifs définis par la politique de sécurité. Par exemple, exemple d'énoncé standard, tous les ordinateurs portables doivent être configurés pour assurer un mot de passe complexe. On a donc les baseline, donc c'est le minimum de sécurité requis que chaque organisation, système de l'organisation doit respecter. Donc c'est un système spécifique. On a donc les procédures qui sont détaillées. Donc c'est étape par étape. On détaille les trucs étape par étape. Et par exemple, on a l'exemple. Avant de mettre en service un ordinateur portable pour l'utilisateur final, le centre de service confirmera le nom d'utilisateur, le mot de passe est requis lors de la connexion. L'ordinateur portable est authentifié auprès d'actifs de l'utilisateur final
à approuver le formulaire de garde. On a guideline aussi. Guideline, c'est donc lui, il propose des recommandations sur la manière dont les normes et les lignes de base sont mises en œuvre, donc et non obligatoires. Donc exemple, c'est lorsque vous conduisez sur le chemin du retour du travail, votre ordinateur portable doit être verrouillé dans le coffre. Voilà, donc par exemple, ça c'est. Donc on a les street modeling, donc c'est une partie très importante. Street modeling, c'est le processus d'identification, de catégorisation et de l'analyse des menaces, de leurs dommages potentiels, de la probabilité d'occurrence et de la propriété préoccupante et des moyens de l'éradiquer. Donc le Security Development Life Cycle, donc SDL de Microsoft, Microsoft Security Development Life Cycle, et une framework de modélisation de menaces. Donc la modélisation de menaces utilise deux approches. Approche défensive et proactive. Donc première étape du développement du système, approche adversary réactive. Donc c'est après la création et le développement d'un produit. Donc soit lui il peut se focaliser sur les assets, se focaliser sur l'attaquant ou bien sur le software. Donc il ne faudra pas aussi négliger le script provenant des consultants, des contracteurs, des partenaires. Donc il faudra déterminer et schématiser les attaques potentielles en schématisant les éléments impliqués dans une transaction avec leur flux de données et leurs limites aussi. Donc comment on va faire le reduction analysis. Donc ça nous permet de mieux comprendre la logique du produit ainsi que ses interactions avec les éléments externes. Donc si se décompose en cinq concepts. Donc on a le trust boundaries, les limites de confiance. Lorsque le niveau de confiance ou de sécurité change, les chemins et flux de données, le déplacement des données entre les emplacements, des points d'entrée aussi. Donc c'est input point, l'emplacement où l'entrée externe est reçue. Les activités d'opération privilégiées nécessitant des prioritization and response. Donc là aussi il faut voir les moyens, les tâches et les séquences. Donc risk management within strategy. Donc gestion des risques dans le cadre de stratégie d'acquisition. Donc là on a le total cost of ownership, donc qui signifie le coût total de possession sur la durée de vie du produit. Donc elle doit être prise en compte aussi. Le third party governance, donc la gouvernance tierce partie se concentre sur la vérification et la conformité aux objectifs de sécurité, aux exigences, aux réglementations et aux obligations contractuelles. Il comprend le on-site assessment. Le on-site assessment vient le on-site assessment. Donc c'est l'évaluation sur site fournit exposition directe aux mécanismes de sécurité utilisés à un emplacement. On a l'examen des processus et de la politique et des politiques, donc la gestion des risques, l'évaluation des risques, et aussi sont toutes les méthodes et des techniques impliquées dans l'exécution de l'examen. Mais aussi on a échange et examen des documents. Donc, il s'agit du processus de lecture des documents échangés et de leur vérification par rapport aux normes et aux attentes. Donc
Donc c'est comme ça qu'on va gérer l'acquisition. Pour le personnel security policies, donc là on a l'élaboration des descriptions de travail. Donc c'est la première étape de la définition des besoins en matière de sécurité liée au personnel. Donc il applique la séparation des tâches, les responsabilités de la rotation de l'emploi, la rotation des postes, aide à maintenir la redondance des connaissances et à réduire le risque de fraude. Donc c'est semblable à la formation croisée, sauf que la formation croisée c'est le cross-training. Donc voilà, les jobs ne sont pas rotés, il n'y a pas de rotation. Donc employment candidate screening. Donc là on va voir comment on va étudier le candidat. Donc ça doit être basé sur la sensitivité et la classification définie par le job. Donc les méthodes, il y a le background check, reference check, education verification and security clearance validation. On a donc employment agreement and policies. Donc employment agreement, c'est un document qui contient des règles et des restrictions de l'organisation en termes de security policy. Le non-compete agreement, c'est faire en sorte que l'employé ne puisse pas dévoiler les secrets de l'entreprise. Donc le mandatory vacation, lui, il permet de faire en sorte de détecter les fraudes. Donc c'est important de faire des vacances obligatoires. Maintenant, lorsque l'employé doit quitter l'entreprise aussi, il faudra avoir un certain nombre de pratiques. Donc à ce niveau, la résiliation doit être traitée de manière privée et respectueuse. Donc doit avoir lieu au moins avec un témoin de préférence. Un entretien de départ doit avoir lieu pour examiner les responsables des NDA et les NDA, le non-disclosure agreement. Donc l'employé doit immédiatement restituer les biens de toute l'entreprise, désactiver les accès au réseau. Donc le vendeur, consultant et contracteur, lui aussi il faudra le voir. Donc à travers le SLA, lui on peut vraiment savoir le niveau de... À travers le SLA, on peut contrôler le niveau de service auquel nous avons droit. Donc c'est un document qui met des requis pour le système qu'on a acheté, donc le risk management. À ce niveau, il faudra identifier, évaluer et réduire les risques à un niveau acceptable. Maintenant, le risk assessment and analysis. Là, son but, il s'agit de la méthode permettant d'identifier les actifs et leurs valeurs et d'associer de risques à ces actifs, ainsi que l'impact possible, ainsi que la probabilité, et recommande la contre-mesure rentable, donc basée sur ces résultats. Donc l'approche peut être quantitative ou bien qualitative. Donc quantitatif, il faudra assigner donc des valeurs monétaires. Donc par exemple, on a l'asset value qu'on peut donner. Que cette value, on donne ça souvent. On peut avoir le exposure facture, on nous donne ça, le single loss expectancy, annualized occurrence rate, NALE. Donc souvent le SLI c'est asset value fois exposure facture, le ALA c'est SLA fois le arrow. Donc quantitative donc assurance, quantitative analysis. Donc c'est ça. Il faudra bien essayer de faire des exemples
pour pouvoir le maîtriser. Et donc pour les contre-mesures, la sélection des règles aussi. Il faudra prendre les règles empiriques de sélection des contre-mesures. La valeur de l'actif protégé détermine les dépenses maximales pour les mécanismes de protection. La valeur des mesures de protection ne devrait jamais dépasser la valeur des mesures protégées. Du moins du point de vue des professionnels de la sécurité, la haute direction peut avoir une justification plus forte d'aller dans une autre direction. Si elle voit qu'un actif spécifique devrait être entièrement protégé par tous les moyens nécessaires, quel que soit le coût, c'est totalement leur appel. Donc rappelez-vous après tout que vous n'êtes qu'un conseiller et non un décideur. Donc c'est à eux de prendre des décisions. Voilà, donc là aussi on a une notion très importante, donc c'est l'aller avant la sauvegarde, moins l'aller après la sauvegarde, moins le coût annuel de la sauvegarde aussi. Donc là détermine quantitativement si elle atténuait donc si le résultat est négatif, donc accepter le risque, sinon atténuer le risque. Donc ça c'est très important. Maintenant pour l'approche qualitative, donc il peut être scénario based, subjectif, utiliser des opinions, de l'expérience, du jugement. Donc et le risque ici, il faut savoir que c'est la probabilité fois l'impact. Donc c'est ça. Donc les deux, quantitatifs ou bien qualitatifs, donc ont des avantages et des inconvénients, et prudent due care est requis donc lorsque les deux méthodes sont appliquées. Maintenant le risque assignment, donc après avoir calculé le risque, après avoir évalué le risque, on a vu les régulations, tout ça. Donc comment on va faire avec le risque? Donc le risque assignment, donc le risque peut être mitigé, donc on peut mettre des safeguards. Le risque peut être évité, donc là on élimine carrément le source. Le risque peut être transféré, ou bien assignment, transféré. Là c'est quand on prend par exemple une assurance, tout ce qui a une assurance, donc là on a transféré le risque. Le risque acceptance, là on accepte le risque rejection ou l'ignorance du risque aussi. On peut essayer de voir si on ignore le risque, parce que par exemple si on voit que quand on calcule le résiduel risque, on voit que le total risque moins le control gap. Donc là on essaie de voir si ça vaut le coup d'investir ou pas. Donc comment on va sélectionner les contre-mesures et comment on va les évaluer. Donc là on a des facteurs en plus des coûts tangibles, c'est les licences, les maintenances, les mises à niveau, le changement d'environnement, formation, testabilité et vérification. Donc même la résolution des problèmes réels identifiés, donc la fiabilité et l'intégration aussi, avec l'infrastructure, la disponibilité, tout ça doit être pris en compte. Donc maintenant la mise en œuvre, l'implementation, donc toujours appliquer le concept de defense in depth, on verra ça plus tard. Donc c'est les contrôles de sécurité, et les contre-mesures et les garanties peuvent être mises en œuvre administrativement. Maintenant le risque framework. Le risque framework, ça a été mis en place par le NIST SP 837. Donc la RMF, il présente les caractéristiques suivantes. Donc il promeut le concept de gestion de risque en temps quasi réel, encourage l'utilisation de l'automatisation, intègre de l'information sécurité dans l'architecture
de l'entreprise et le SDLC. Donc relie les processus de gestion des risques à l'information. Donc au niveau du système, et établit la responsabilité des contrôles de sécurité. Les étapes du LMF comprennent. Donc il faudra bien retenir ceci. En premier lieu, on va catégoriser les informations système. Donc, en deuxième lieu, on va sélectionner le security control. En troisième lieu, on va mettre en œuvre le contrôle de sécurité. En quatrième lieu, on va évaluer le contrôle de sécurité. Après, on va autoriser le système d'information, surveiller le contrôle de sécurité. Bon, là, pour les autres cadres aussi, on a l'Octave, on a FAIR et on a un qui s'appelle Tara. Donc maintenant, comment on va planifier la conduite des activités? C'est ce qu'on appelle le BCP. Donc le Human Safety est plus important. Donc ce plan sert à maintenir le fonctionnement continu d'une entreprise en cas de situation d'urgence. Il comporte 4 étapes principales. Donc la portée et la planification du projet, l'évaluation de l'impact sur les activités et la planification de la continuité, l'approbation et la mise en œuvre. Donc la première partie c'est Project Scope and Planning. Donc pour le Project Scope and Planning, on a l'analyse structurelle de l'organisation. Commencer. Donc là, on va se préoccuper de la création du team du BCP. Donc après avoir créé le team du BCP, on va voir la disponibilité des ressources et leur évaluation. Donc on va analyser les lois et les règlements. Donc on a le Business Organization Analysis. Donc là, on va analyser l'organisation. On va voir tous les départements, les operations, le département, là c'est le cœur, les Critical Support Services, on va voir les seniors exécutifs. Donc pourquoi ce process est important? Parce qu'en fait, il permet d'avoir un esprit de fond de l'entreprise, de l'équipe, et bon, vraiment de faire en sorte qu'il n'y a pas de gap entre la compréhension du BCP et l'équipe. Donc pour la sélection de l'équipe, on va prendre des représentants de chaque département, des représentants du service cœur. Donc on va prendre donc les représentants des départements de support, donc les IT représentatifs, donc qui ont des techniques et des expertises dans des areas, dans des domaines que le BCP couvre. Donc on a les représentants des hautes cadres, et pour les requis en termes de ressources. Donc il y a 3 phases. Donc pour le développement, déjà il y a de l'effort que les membres vont faire pour développer. Pour le BCP testing and training, maintenance, donc il faudra y mettre des logiciels, des hardware, tout ça. Donc l'effort que les employés feront pour tester. Le BCP implementation, donc ça aussi, donc c'est des ressources qui sont consommées dans cette phase. Donc pour les lois, il faudra vraiment travailler avec les avocats de l'entreprise. Le Business Impact Assessment, donc lui, il va essayer de voir les ressources qui sont critiques à l'organisation, et il fera donc de l'analyse quantitative et qualitative. Donc il va voir les priorités d'abord. On va calculer le maximum tolerable downtime, donc le temps maximum qu'un business fonctionne peut être opéré, le return time of objectif, donc c'est le temps maximum qu'on pense que le système peut redevenir à sa situation normale. Donc la loi importante, c'est qu'en fait le maximum
tolerable downtime doit être supérieur au return time objectif. Donc on va avoir les risques et la probabilité qu'il puisse venir en calculant le SLA ou le ALA ou l'exposure facture. Les ressources priorisation, après avoir fait ces calculs, donc on va faire la priorisation des ressources. On va avoir les ressources les plus importants. Le continuity planning maintenant, lui, il va donner plusieurs tâches. Donc comme le strategy development, provision and process, plan approval, plan implementation and train education. Donc le strategy development, donc là on va essayer de développer une stratégie efficace après avoir eu des données du BIA, et on va essayer de voir les provisions et les processus. Donc en fait là les personnes doivent être vraiment mises en avant. Et il ne faut pas oublier aussi ceux qui sont directement reliés à notre business, comme les customers et les buildings et les facilities also. Tous ces trucs sont importants à prendre en compte. Maintenant, toujours dans cette partie, on a les infrastructures. Les infrastructures, c'est très important aussi. Donc là, deux méthodes pour protéger les infrastructures. Donc le physical hardening system, le physical hardening system, c'est donc les protections comme les computer safe, fire suppression. Donc en mettant des UPS, alternative system. Donc là, on va essayer de voir les redundancies ou les failovers. Donc comment on va faire pour avoir nos données. Et plan approval. Donc il faudra développer le plan et le soumettre au senior management. Maintenant, c'est à eux de le valider. Donc plan implementation. Donc on doit travailler pour implémenter donc le plan et superviser donc l'implémentation et la maintenance. Le training et l'éducation, là on va informer les employés et les éduquer à propos de notre système. Donc on va faire la documentation. Donc cette partie aussi elle est importante. Pourquoi on doit faire la documentation? Donc c'est les références en cas d'urgence. Donc c'est le dossier historique du processus du PCA, donc qui sera utile personnel futur et oblige les membres de l'équipe à mettre leurs pensées sur papier. Donc un processus qui facilite souvent l'identification des lacunes du plan, la planification aussi de la continuité, les objectifs pour assurer le fonctionnement continu de l'entreprise face à une situation d'urgence. La déclaration d'importance reflète l'importance du PCA pour la validité et la continuité de l'organisation. Donc il prend la forme d'une lettre aux employés de l'organisation indiquant la raison de l'élaboration des efforts du BCP ou du PCA. PCA en français, plan de continuité des activités. Donc statement of priorities. Donc là on va définir aussi des priorités, d'écoulement direct de la phase d'identification des priorités du BIA, donc Business Impact Analysis. Il devrait inclure une déclaration indiquant qu'ils ont été élaborés dans le cadre du processus de BCP afin d'éviter les batailles de territoire entre des organisations concurrentes. Donc voilà, donc statement of organisation responsable, la responsabilité de l'organisation, statement of urgence and timing. Donc on va voir les urgences et les délais aussi, c'est important. Donc vital record programme. Donc ils indiquent les enregistrements commerciaux critiques qui sont stockés. Et les procédures de création et de stockage de copies de sauvegarde de ces enregistrements. Donc les émergences en cas d'émergence, comment on va se débrouiller. Donc la maintenance aussi, donc on doit voir comment on doit maintenir périodiquement. Les modifications apportées au plan aussi doivent être contrôlées par
la nouvelle version. Donc il est également judicieux d'inclure les composants du BCP dans les descriptions de travail. Voilà, donc en général c'est comme ça qu'on va faire la reprise et la continuité d'activité à travers le BCP. Donc on va voir maintenant les lois. On a le criminal law qui gère vraiment les meurtres, les vols, voilà, tout ce qui est crime. Donc ça peut être des emprisonnements, bon, c'est géré souvent par le Computer Fraud and Abuse Act, Electronic Communication Privacy Act, Theft and Assumption Deterrence Act. Donc on va voir ces lois. Le civil law, donc là c'est des histoires au niveau des contrats. Donc on a d'autres lois aussi d'administrative law. Donc ça c'est qui concerne des procédures, des régulations et les règlements qui régissent les opérations quotidiennes de l'agence. Donc il couvre les procédures à suivre au sein d'un organisme fédéral. Voilà, donc en général c'est ça. Donc maintenant on va voir quelques lois comme le Computer Fraud and Abuse Act. Donc là c'est en 1984. Donc il a été mis en place par le Congrès pour adresser les crimes qui vont au-delà des frontières. Donc il inclut donc la prohibition, donc le fait de pouvoir accéder illégalement aux données financières donc d'un système fédéral. Donc là tu peux avoir, lorsque le dommage est supérieur à $1000, donc c'est considéré comme un CFAA. Donc en 1994 aussi il y a les amendements du CFA, c'est les modifications. Donc là on a donc c'est interdit la création de tout type de code malveillant et couvre le commerce interétatique plutôt que les systèmes informatiques d'intérêt fédéral. Donc là c'est l'emprisonnement des contrevenants qui aient ou non réellement l'intention de causer des dommages et fournir l'autorité légale aux victimes de la criminalité informatique pour intenter une action civile. Donc on a le Computer Security Act qui est fait en 1987. Donc cet acte donc vise l'intérieur, les agences pour examiner l'état actuel de la sécurité informatique dans les systèmes du gouvernement fédéral. Donc il a quatre objectifs généraux. Donc c'est NIST pour élaborer des normes de lignes directives, prévoir l'adoption de telles normes et les lignes directrices, le plan de sécurité pour tous les opérateurs de systèmes informatiques fédéraux qui contiennent des informations sensibles, donc des formations périodiques obligatoires pour toutes les personnes impliquées dans le traitement des données classifiées. Donc le NSA, lui, il gère les classified data et le NIST, lui, c'est pour tous les autres domaines. Donc Federal Sentencing Guidelines, donc eux, ils vont aider les juges à mieux comprendre les crimes en jeu au niveau des IT. Donc fournir les lignes directrices sur les peines pour aider les juges fédéraux à interpréter les lois sur la criminalité informatique. Donc on a le National Information Infrastructure Protection. Donc ça c'est pour le commerce interétatique, mais aussi pour les systèmes informatiques utilisés dans le commerce international. Donc il est étendu à d'autres infrastructures telles que les chemins de fer, les gazoducs, les réseaux électriques, les circuits de télécommunication. Donc les dommages intentionnels aux parties critiques de l'infrastructure nationale sont un crime.
Donc Paperwork Reduction, donc lui il vise à demander la plupart des types d'informations du public. Donc il faudra que les organismes obtiennent l'approbation du bureau de gestion et du budget avant de demander la plupart des types d'informations publiques. Government Information Security Reform Act, GISRA. Donc lui, il a modifié le Paperwork Reduction avec 5 buts. Donc cadre complet sur les ressources qui appuient les informations fédérales. Donc là, c'est des lois, mais il faudra vraiment les réviser à nouveau parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Donc, pour le Federal Information Security Management Act, donc en 2002, il exige que les organismes fédéraux mettent en œuvre un programme de sécurité de l'information qui couvre les activités de l'organisme. Donc, l'AFISMA impose un fardeau important aux agences fédérales, donc ou aux entrepreneurs gouvernementaux. Donc voilà, donc c'est en 2002. Donc pour les trucs de propriété intellectuelle, on a le copyright. Copyright, c'est géré par le DMCA. Donc copyright, c'est tout ce qui concerne les œuvres littéraires, la musique, les dramas. Le DMCA, lui, il gère tous les problèmes liés au copyright. Donc, on a aussi le trademark qui gère les words, les slogans, les logos, donc qui sont utilisés par une entreprise. Donc on a aussi les patentes. Les patentes aussi sont bien régulées. Donc les trademarks, ils durent pendant 10 ans. Les copyrights, ils durent pendant 70 ans. Et les patentes, eux, ils durent 20 ans. Donc on a aussi les patentes, eux, durent 20 ans. Donc c'est pour les genres de réalisations scientifiques comme les computer chips, les caméras lenses, donc tout ça. Les trade secrets, c'est comme la formule de Pepsi. Donc il est bien gardé et souvent on peut demander jusqu'à $500,000. Et pour cette circonstance, on a $250,000 et ça peut aller jusqu'à plus de 10 ans. Donc voilà. Après là, on a Economic and Espionage Act. Donc voilà. Donc Economic Espionage Act, c'est lui qui gère tout ce qui est trade secret. Donc il a été développé en 1996. Et pour les licensing, là, c'est comment protéger tout ce qui est production logicielle. À ce niveau, on a le Contractual License Agreement. Donc, il est écrit et souvent, il vient avec le logiciel. Le Shrink Wrap License Agreement, ça aussi, il peut venir avec le logiciel lui-même. Et on a le Clickstrauss. Donc Clickstrauss, c'est souvent lorsqu'il s'agit de l'installation du logiciel. Souvent on voit ça pour la plupart des logiciels. On a le cloud service, donc là c'est lorsque le logiciel est au niveau du cloud. Donc tout ça c'est géré par le Uniform Computer Information Transaction Act ou bien UCITA. On a des lois
privées. Les lois privées, on a le Privacy Act qui a été développé en 1974. Lui, il interdit aux agences de dévoiler le PII, donc Personal Identifying Information. Le quatrième amendement aussi. Donc là, il interdit de pouvoir entrer. Il permet de pouvoir entrer dans la propriété privée d'un individu sans pour avoir de garantie ou bien d'autorisation de perquisition. En 1996, on a mis en place l'Economy and Protection of Proprietary Information Act. Donc ça, c'est pour les propriétés économiques des informations ou bien de l'industriel espionnage. Donc le Health Insurance Portability and Accountability Act. Donc là, c'est pour toutes les entreprises qui traitent les données de santé. Après, en 2009, on a eu le Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act. Donc là, ça concerne les business associés, tous ceux qui travaillent avec les entreprises qui ont du PHI, donc c'est-à-dire les données de santé des individus. Donc on a en 1986 l'Electronic Communication Privacy Act, CPA. Donc c'est toute interception illégale de communication électronique. Donc ça a été changé en 1994 avec la Communication Assistance for Law Enforcement Act CALEA. Donc c'est pour toutes les communications qui sont faites avec des machines d'écoute. Donc interdit ça. Le California SP 1386. Donc là, c'est pour le fait de pouvoir utiliser donc illégalement les données des utilisateurs. Et on a le Children Online Privacy Protection Act, COPPA, en 1998. Donc sur YouTube, quand vous créez, on vous demande si c'est une vidéo pour enfants et tout. Donc ça, c'est géré par le COPPA. Et le USA Patriot Act, donc il a été créé en 2001. Donc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le Graham Bliley Act, lui, c'est pour les institutions financières. Et on a le Sarbanes-Oxley Act, donc lui, c'est pour les entreprises qui sont impliquées en bourse. On a le Family Education Right and Privacy Act, donc c'est ce qu'on appelle le FERPA. Donc c'est pour les institutions, les écoles qui bénéficient donc de la subvention de l'État. Donc on a le European Union Privacy Law. Donc ça c'est pour les contrats, les obligations légales, les vital interests of the data subject. Donc c'est pour protéger les citoyens européens donc sur les données privées. Et on a le Identity Theft and Assumption Deterrence Act 1998, ça on l'a vu tantôt. Donc on peut avoir 15 ans de prison avec une amende de $250,000. Donc c'est très important. Et pour les compliance, pour voir si on respecte les compliance avec le PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. Donc c'est pour la sécurité des cartes et les cartes de crédit et voilà. Donc on va voir le compliance, sinon on a des sanctions. Donc globalement c'est ce que nous avons pour la première partie du CSP, le domaine 1. Donc on a traité pas mal de choses ici.
Donc ce chapitre est l'un des plus longs du livre. Donc pour cause, il jette les bases sur lesquelles le reste du corpus de connaissances du CSSP est construit. La sécurité des systèmes d'information se résume à assurer la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de nos informations dans un environnement riche en influenceurs. Ceci inclut des objectifs organisationnels, les actifs et les lois, les réglementations, la confidentialité, les menaces et les personnes. Chacune d'entre elles a été discutée en détail dans les sections précédentes. En cours de route, nous avons également couvert des moyens tangibles par lesquels nous pouvons lier la sécurité à chacun des influenceurs. Nous avons discuté des divers cadres qui permettent à nos organisations d'assurer la gouvernance et la gestion des problèmes commerciaux, donc informatiques et de sécurité aussi. Dans de nombreux cas, ces cadres sont régis par des exigences légales ou réglementaires. Dans d'autres cas, ils représentent les meilleures pratiques en matière de sécurité. En tant que CISSP, nous devons être bien formés de tout cela, car nous avons la confiance pour pouvoir appliquer la bonne solution à tout problème de sécurité. Nous avons également approfondi la manière dont nous gérons les risques sur nos systèmes d'information. Nous savons qu'aucun système n'est vraiment en sécurité. Notre travail donc va consister à trouver les actions de menace et les plus probables et les plus dangereuses afin que nous puissions les traiter en premier. Donc, le processus de quantification des pertes et de leur probabilité de survenance et au cours de l'évaluation des risques. Donc, fort de ces informations, nous sommes en mesure de prendre des bonnes décisions en termes de contrôle, de processus, de coûts. Notre approche n'est pas uniquement centrée sur l'adversaire humain, mais aussi sur toute source de perte pour nos organisations. Plus important encore, nous utilisons ces informations pour concevoir des moyens et de nous assurer que nous pouvons poursuivre nos activités commerciales et face à toute menace raisonnable. Donc la figure, voilà. Donc c'est la fin de ce chapitre. Donc nous allons passer à d'autres chapitres.